À 23 ans, ruinée et totalement seule au monde, elle a pris la décision la plus incompréhensible de son existence. Pour un seul euro, son tout dernier, elle a acheté un bureau de poste abandonné depuis 40 ans. Tout le monde la croyait folle. Mais ce que le monde ignorait, c'est que derrière une lourde porte blindée rouillée, dissimulée au fond de cette ruine, l'attendait un secret stupéfiant qui allait bouleverser son destin à tout jamais. Restez avec moi jusqu'à la toute fin pour découvrir ce qu'elle a trouvé dans ce coffre. Avant de plonger dans cette histoire, si ce genre de récit vous touche, prenez un court instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez aujourd'hui. J'adore véritablement découvrir jusqu'où nos histoires voyagent et savoir d'où viennent mes auditeurs. Elle avait 23 ans et elle n'avait plus rien. Absolument plus rien. Ce n'était pas cette précarité passagère que l'on connaît parfois dans la jeunesse, celle où l'on saute un repas en souriant et en se disant que les choses s'arrangeront le lendemain. Non, c'était une misère sourde, une angoisse glaciale qui vous serre la gorge dès les premières lueurs du jour. Le genre de détresse profonde où l'on se résout, la mort dans l'âme, à vendre ses propres livres d'école pour une poignée de centimes à la brocante du coin, dans l'unique espoir de pouvoir mettre quelques litres d'essence dans un réservoir désespérément vide. Le genre de pauvreté où le repas du soir se résume à avaler une simple cuillerée de confiture ou de beurre de cacahuète à même le pot, dans le silence d'une pièce mal chauffée, tout simplement parce que la monnaie manque pour s'offrir une misérable baguette de pain. C'est dans ce dénuement total, l'esprit embrumé par l'épuisement et l'estomac noué par la peur du lendemain, que Jeanne a accompli un acte qui défiait toute logique rationnelle. Avec une seule et unique pièce d'1 euro, l'une des toutes dernières qui tentait misérablement au fond de sa poche usée, elle a acheté un bien immobilier. Pas un appartement chaleureux, ni une maison accueillante. Elle est devenue la propriétaire d'un ancien bureau de poste abandonné, perdu au cœur d'un village rural en train de s'éteindre à petit feu, une commune oubliée des cartes géographiques nommée Saint-Aubin. C'était une bâtisse fantomatique qui semblait porter sur ses façades toute la tristesse et la fatigue du monde. Les hautes fenêtres étaient depuis longtemps aveuglées, condamnées par de vieilles planches de bois devenues grises sous les assauts répétés de la pluie et du vent. La toiture s'affaissait dangereusement, courbée sous le poids insoutenable des hivers successifs et de l'indifférence générale. Les autorités locales tentaient désespérément de se débarrasser de cette ruine encombrante depuis plus d'une décennie, la bradant pour une somme purement symbolique à quiconque aurait l'immense folie de s'en charger. Pour tous ceux qui passaient devant, ce n'était qu'un cadavre de briques froides, un gouffre financier sans aucun avenir, une simple relique pathétique dans un village qui se vidait inexorablement de ses âmes. Mais le destin, dans sa grande ironie, cache souvent la lumière dans les endroits les plus sombres. Ce que l'administration ignorait, ce que les derniers habitants de Saint-Aubin ne soupçonnaient absolument pas, et ce que Jeanne elle-même était à 1000 lieues d'imaginer en serrant la lourde clé en laiton dans ses mains tremblantes, c'était le secret monumental qui l'attendait à l'intérieur. Tout au fond du bâtiment plongé dans les ténèbres, au-delà du vieux guichet couvert d'une épaisse couche de poussière du parquet rongé par le temps, se dressait une imposante chambre forte. Une relique aux parois d'acier froid et piquée par la rouille, dont la lourde porte n'avait pas été ouverte ni même effleurée depuis près de 40 ans. Le silence y régnait en maître. Pourtant, derrière ce métal impénétrable, dans l'obscurité totale de ce coffre d'un autre temps, reposait silencieusement quelque chose d'insoupçonnable. Quelque chose qui patientait là, figé dans l'éternité, et qui allait bouleverser la vie de cette jeune femme à tout jamais. Pour comprendre comment Jeanne se retrouvait là, face à ce coffre oublié, il faut remonter le temps, loin du silence pesant de Saint-Aubin, dans le bourdonnement constant des quartiers ouvriers de Lyon. C'est là qu'elle a grandi, dans un modeste logement mitoyen aux murs bien trop fins, où l'on devinait la vie des voisins à travers les cloisons. Sa mère, Diane, était infirmière. Une femme d'un courage inépuisable, dont la silhouette s'estompait souvent dans la pénombre des gares interminables à l'hôpital. Elle rentrait systématiquement épuisée, les traits creusés par la détresse des autres, mais elle trouvait toujours une force insoupçonnée pour préparer le repas, s'enquérir des devoirs de sa fille, et s'asseoir quelques instants sur les marches du perron pour regarder le soleil disparaître derrière les toits d'ardoise. Mais Jeanne, au fond, était surtout la fille de son père, dans presque tout ce qui comptait vraiment. Son père s'appelait Claude. C'était un ancien militaire, un vétéran marqué par des souvenirs dont il ne parlait jamais, devenu mécanicien lorsque l'armée n'avait plus besoin de lui. Claude n'était pas un homme de grands discours. C'était un observateur, un silencieux, un homme qui écoutait le ventre des moteurs comme d'autres écoutent de la grande musique. Elle comprit avec une tristesse infinie que ce système bureaucratique était parfaitement conçu pour épuiser et broyer les gens, y compris ceux qu'il prétendait accompagner. L'agonie prit fin un mardi matin, à l'aube d'un mois de mars glacial, tout juste 3 semaines avant le 23e anniversaire de Jeanne.
Elle tenait fermement la main de sa mère quand son souffle s'est doucement arrêté, figeant la pièce dans un silence terrifiant. L'infirmière présente ce matin-là, en posant une main compatissante sur son épaule, lui murmura que ce départ avait été aussi paisible que l'on puisse l'espérer dans de telles circonstances. Une phrase toute faite, un murmure clinique que Jeanne garderait gravé dans sa mémoire pendant de longues années, sans jamais vraiment savoir si ces mots étaient supposés lui apporter un réel réconfort ou s'ils n'étaient qu'une formule vide de sens. Ce matin-là, dans l'air immobile de la chambre, le poids du deuil s'abattit sur ses épaules. Jeanne se retrouva seule, définitivement, irrémédiablement seule face au monde. Après l'enterrement, Jeanne se retrouva seule dans le petit appartement familial pour la toute première fois de son existence. Le loyer était réglé jusqu'à la fin du mois, mais le compte à rebours avait déjà commencé. Les salaires de sa mère s'étaient arrêtés net, remplacés par une montagne étouffante de factures médicales. La mutuelle n'avait couvert qu'une infime partie des soins, et les lettres de relance s'accumulaient sur la table de la cuisine, bientôt suivies par les appels menaçants des agences de recouvrement. Pour payer les frais funéraires, Jeanne dut absolument tout liquider. Elle vendit la voiture, puis les meubles, cédés à la hâte pour une fraction dérisoire de leur valeur réelle. Mais le moment le plus déchirant restait à venir. Poussée par une nécessité implacable, elle franchit la porte d'un prêteur sur gage avec l'alliance en or de sa mère au creux de sa main. Sans les certificats d'authenticité prouvant que ce bijou lui appartenait légitimement, l'homme derrière le comptoir vitré lui en offrit une somme misérable. Elle accepta en ravalant ses larmes, le cœur en cendres, car elle n'avait tout simplement pas le choix. Lorsqu'elle referma définitivement la porte de son enfance le 1er mai, toute sa vie tenait dans un simple sac à dos. Elle portait sur l'épaule la vieille sacoche en cuir usé contenant les précieux outils de son père, un sac de sport avec quelques vêtements de rechange, et elle ne possédait en tout et pour tout que 91 € sur son compte en banque. Elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait plus aucune famille. Sa mère était fille unique, les frères de Claude étaient décédés depuis bien longtemps, et elle n'avait pas d'amis assez proches pour oser demander l'hospitalité au-delà de quelques jours. Poussée par l'instinct de survie, elle monta dans un car régional bon marché qui partait vers l'est. Pourquoi l'est? Uniquement parce que c'était la direction que ses maigres économies lui permettaient encore de payer. Ce voyage sans but s'acheva brutalement dans une bourgade dont elle n'avait jamais entendu parler, un lieu oublié nommé Saint-Aubin. Le vieux car avait fait un arrêt imprévu à cause d'un problème de surchauffe moteur. Jeanne en avait profité pour descendre et utiliser les toilettes de l'unique café du village. Lorsqu'elle ressortit sur le trottoir, le lourd véhicule avait disparu, emportant avec lui le reste de son trajet. Avait-elle manqué le départ par accident ou l'avait-elle laissé filer inconsciemment? Elle n'en savait rien. Épuisée, elle retourna s'asseoir à une table formica de ce bistrot de campagne. Elle commanda un café noir qu'elle pouvait à peine se permettre de payer. En fouillant dans ses poches pour réunir la monnaie, elle fit le compte exact de ce qu'il y restait pour affronter le monde. 18 €. Pas un centime de plus. Elle resta là, immobile pendant 2 longues heures, la tasse refroidissant doucement entre ses mains de mécanicienne, le regard perdu à travers la vitre poussiéreuse. Elle contemplait la rue principale de Saint-Aubin, submergée par le vertige insoutenable d'être totalement livrée à elle-même, échouée au milieu de nulle part, sans la moindre idée de ce que la vie attendait d'elle désormais. La serveuse, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants ramenés en chignon, portant un petit badge au nom de Mireille, s'approcha avec la cafetière fumante pour lui proposer de la resservir. Jeanne déclina poliment l'offre d'un geste discret de la main, calculant mentalement comment faire durer ces 18 malheureux € le plus longtemps possible. Mais Mireille, avec l'intuition maternelle de celles qui ont vu défiler tant d'âmes égarées, posa tout de même la verseuse sur la table et s'assit en face d'elle sans y être invitée. Elle remarqua le regard fixe de la jeune femme tournée vers la rue. À travers la vitre embuée, le spectacle était celui d'un naufrage silencieux. Saint-Aubin se mourait. Cela sautait aux yeux. La moitié des vitrines de l'avenue principale étaient masquées par d'épaisses planches de bois. Les autres arboraient des panneaux délavés annonçant des liquidations totales depuis des années. Un vieux silo à grains se dressait au bout de la rue, pareil à une cathédrale de béton désolée, veillant sur des places de stationnement désespérément vides. Une église au coin de la rue portait même un triste panneau annonçant sa mise en vente. Pourtant, l'attention de Jeanne était irrémédiablement happée par une petite bâtisse en briques rouges située juste de l'autre côté de la chaussée. Elle possédait de hautes fenêtres étroites, une lourde porte verte écaillée et un linteau en pierre sur lequel on pouvait encore deviner les lettres gravées d'un ancien bureau de poste. Un mât rouillé se dressait près de l'entrée, orphelin de son drapeau depuis des décennies. Le lierre dévorait le flanc droit de la façade et les mauvaises herbes perçaient la pierre des marches. Jeanne fixait cette ruine avec une intensité troublante. Elle avait 23 ans, il ne lui restait que 18 € pour survivre, et elle contemplait un bâtiment abandonné car c'était toujours préférable que de penser à ce qu'elle allait devenir le lendemain.
Mireille suivit son regard et lui expliqua d'une voix douce que cet endroit avait fermé ses portes en 1987. Les services postaux avaient tout centralisé dans une plus grande ville voisine, abandonnant le bâtiment à son triste sort. Elle ajouta, presque comme une anecdote absurde, que la mairie cherchait à s'en débarrasser par tous les moyens, au point de le céder pour €1 symbolique, juste pour effacer cette charge de ses registres cadastraux. €1. Jeanne répéta ce chiffre dans sa tête. Elle songea à ses poches presque vides. Elle pensa à l'atelier d'Étienne à Lyon, qui lui aurait sûrement offert un abri, mais la grande ville abritait désormais trop de fantômes qu'elle n'était pas prête à affronter. Puis, une idée fulgurante, presque insensée, traversa son esprit fatigué. Elle réfléchit à ce que signifiait réellement le fait de posséder quelque chose. Non pas louer, non pas emprunter en tremblant, mais posséder véritablement. Avoir un sanctuaire, même délabré, même sans eau courante ni électricité. Un lieu à soi, dont les murs de briques épaisses la protégeraient du monde extérieur. Un endroit où les agences de recouvrement ne pourraient plus jamais la traquer avec leurs lettres de menace. Où personne ne pourrait glisser un avis d'expulsion sous sa porte pour la jeter à la rue. Posséder ce bâtiment, c'était avoir un point d'ancrage dans l'univers, une fondation solide sous ses pieds fatigués, un rempart définitif contre la chute vertigineuse de son existence. Sans hésiter une seconde de plus, Jeanne demanda son chemin à Mireille et se dirigea d'un pas résolu vers la mairie du village, un petit bâtiment au volet clos situé à quelques rues de là. À l'intérieur, le silence n'était troublé que par le cliquetis régulier d'un clavier. Elle y rencontra Corinne, l'employée municipale, une femme d'une quarantaine d'années au regard franc et à la patience maternelle. Corinne connaissait parfaitement le dossier de l'ancienne poste. En quelques clics sur son écran, elle fit apparaître l'historique désastreux de la bâtisse. Elle expliqua à la jeune femme, avec une transparence absolue, que le prix d'1 € symbolique n'était pas un cadeau de la Providence, mais un piège administratif. La condition sine qua non de cette session était de remettre l'intégralité du bâtiment aux normes de sécurité en vigueur, et ce, dans un délai impératif de 18 mois. Si les travaux n'étaient pas achevés à temps, la propriété reviendrait purement et simplement à la commune, et tous les investissements seraient perdus. Corinne laissa planer un silence lourd de sens avant d'asséner le coup de grâce. Elle révéla que le dernier acheteur potentiel s'était rétracté en découvrant le devis pour la réparation des fondations fissurées. La facture s'élevait à 14 000 €. Corinne dévisagea Jeanne, observant ses vêtements usés et son unique sac à dos, doutant secrètement que cette jeune fille épuisée puisse réunir une telle somme. Jeanne resta immobile, laissant ce chiffre résonner dans son esprit. 14 000 €. C'était une véritable fortune, une montagne infranchissable pour celle qui ne possédait plus que la petite monnaie de son dernier café. Pourtant, son esprit, façonné par les enseignements de son père, analysait froidement la situation. 14 000 €, c'était beaucoup d'argent, certes, mais c'était infiniment moins que les dettes médicales astronomiques qu'il avait chassées de Lyon. Surtout, cette somme représentait le coût d'une construction, d'un avenir et non le prix d'une agonie. C'était un fardeau qu'elle pouvait théoriquement surmonter en travaillant à la sueur de son front, d'autant plus qu'elle aurait enfin un toit gratuit au-dessus de sa tête pour y parvenir. Avec la tranquillité glaciale de ceux qui n'ont plus rien à perdre, Jeanne planta son regard dans celui de l'employé municipal et déclara d'une voix posée qu'elle souhaitait acquérir le bâtiment. Corinne la fixa longuement, cherchant la moindre trace d'hésitation dans les yeux de la jeune femme. N'y trouvant qu'une détermination inébranlable, elle soupira doucement et sortit l'épais dossier de son tiroir. Le processus administratif prit moins d'1 heure. Jeanne parapha chaque page avec soin. En échange de sa signature et de cette unique pièce d'1 € qui marqua la fin de son errance, Corinne lui tendit la clé. C'était une clé ancienne, forgée dans un laiton massif, froide et incroyablement lourde. Elle était attachée à une vieille plaque de bois sur laquelle on pouvait encore lire le nom du bureau de poste. Dans le creux de la main de Jeanne, cette clé pesait le poids d'une décennie d'abandon, mais surtout, elle représentait la promesse vertigineuse d'une vie nouvelle. Jeanne remonta la rue principale d'un pas lent, la lourde clé de laiton serrée au creux de sa paume. Devant la façade de briques rouges, elle s'arrêta un instant, observant ce bâtiment silencieux qui lui appartenait désormais. Elle inséra la clé dans la serrure rouillée. Le mécanisme résista, figé par des décennies d'immobilité, puis finit par céder dans un claquement sec qui résonna dans le silence de la rue. Jeanne poussa la porte de bois massif. Elle s'ouvrit dans un grincement prolongé, comme si le bâtiment lui-même s'éveillait d'un long coma. L'odeur la frappa instantanément. C'était un parfum complexe, profond, l'essence même du temps suspendu. Un mélange subtil de poussière vieille de 40 ans, de papier jauni par les saisons, et cette senteur si particulière, presque fantomatique, de la cire administrative qui recouvrait autrefois les planchers de l'État. Il y avait aussi des notes plus discrètes,
celle de l'encre des tampons officiels et du bois verni, des effluves chimiques qui refusaient de s'évaporer. Le lobby s'offrit à elle, plongé dans une pénombre presque religieuse. De minces faisceaux de lumière filtraient à travers les fentes des planches clouées aux fenêtres, révélant des millions de particules de poussière dansant dans l'air immobile. Sous ses pieds, un magnifique carrelage d'époque, composé de petits octogones noirs et blancs, avait perdu de son éclat mais conservait toute sa dignité. Sur le mur de gauche, une longue rangée de boîtes postales en laiton massif captait les faibles rayons de lumière. Leurs petites vitres de verre étaient toujours intactes, encadrées par des numéros gravés avec soin. Derrière certaines d'entre elles, Jeanne put apercevoir du courrier oublié, des enveloppes fanées et des magazines datant de 1987, figés là pour l'éternité. Dans un coin, une petite table en chêne attendait patiemment les clients, avec un crayon à papier posé bien en évidence, comme si quelqu'un venait tout juste de le reposer avant de sortir. Au-dessus du long comptoir de service en bois patiné, derrière une élégante grille en laiton, trônait un portrait officiel aux couleurs passées. C'était le visage familier de François Mitterrand, le cadre légèrement de travers, qui souriait doucement à une salle d'attente désespérément vide depuis près d'un demi-siècle. Jeanne s'avança, le cœur battant, et franchit le petit portillon de bois qui séparait l'espace public du domaine des employés. Elle pénétra dans la salle de tri. L'endroit était un véritable sanctuaire de l'histoire postale. Des dizaines de casiers de tri en bois tapissaient les murs, une antique machine à calculer à manivelle reposait sur un bureau métallique et une rangée de patères attendait des vestes de facteurs qui ne reviendraient jamais. Mais tout cela s'effaça lorsqu'elle posa les yeux sur le fond de la pièce. Là, majestueusement encastrée dans le mur de briques, se dressait la chambre forte, une structure trapue, imposante, d'environ 1,50 m de hauteur. Sa lourde porte d'acier, peinte d'un vert sombre typique des administrations de l'époque, était ornée de lettres dorées annonçant la propriété de l'État. Au centre, un cadran à combinaison circulaire semblait la défier, surplombant une épaisse poignée de laiton noirci par le temps. Jeanne s'approcha lentement, hypnotisée par ce monstre de métal qui gardait jalousement ses secrets dans le silence absolu. Jeanne resta un long moment immobile devant cette porte blindée, convaincue que les secrets qu'elle renfermait lui resteraient inaccessibles à tout jamais. Dans son esprit, un coffre-fort gouvernemental de cette envergure ne pouvait être scellé que par un code complexe ou un mécanisme implacable nécessitant l'intervention d'un spécialiste qu'elle n'avait de toute évidence pas les moyens de se payer. Pourtant, poussée par une curiosité viscérale, elle tendit la main vers la lourde poignée en laiton noirci par les décennies. Ses doigts de mécanicienne, habitués à la résistance de l'acier, se refermèrent sur le métal glacé. Elle tira doucement, presque par réflexe, s'attendant à la fermeté d'un verrouillage définitif. Mais l'impensable se produisit. Le mécanisme interne émit un saut cliquetis métallique et la poignée tourna avec une fluidité déconcertante. La porte n'était pas verrouillée. Elle ne l'avait jamais été. Avec une lenteur respectueuse, Jeanne tira sur la poignée et l'imposante porte verte pivota sur ses énormes gonds d'acier dans un gémissement profond, une plainte mécanique qui déchira le silence de la pièce de tri pour la première fois depuis 40 ans. L'intérieur de la chambre forte se dévoila à la lueur blafarde qui filtrait des fenêtres condamnées. C'était un espace confiné, tapissé de métal brut, mesurant à peine 1 mètre carré, mais dont les étagères étaient étrangement remplies. Sur les rayonnages de droite s'alignaient avec une précision militaire des dizaines de registres administratifs. De lourds ouvrages reliés en cuir, contenant les journaux de bord quotidiens, les relevés de mandats et l'histoire scrupuleusement consignée de ce bureau de poste à travers les décennies. Sur le côté gauche, son regard fut attiré par plusieurs caisses de sécurité en acier, des coffrets robustes autrefois utilisés pour transporter des valeurs, tous fermés par des cadenas mangés par la rouille. Mais ce qui capta véritablement toute son attention se trouvait tout au fond, posé au sol entre les registres et les boîtes métalliques. 3 immenses sacs postaux en toile de jute brute. Leurs cordons de cuir étaient encore serrés, scellés par des plaques de laiton frappées de l'ancien emblème des postes. Ces sacs n'étaient pas vides. Ils étaient même gonflés, déformés par le poids de leur mystérieux contenu. Le cœur palpitant, Jeanne empoigna l'un de ces sacs, surprise par son poids considérable, et le traîna avec effort jusqu'à la grande table de tri en bois. D'un geste tremblant, elle défit le lacet de cuir asséché et plongea la main à l'intérieur. Lorsqu'elle la ressortit, elle tenait une liasse d'enveloppes. Elle écarquilla les yeux. Il y en avait des centaines. Des lettres intactes, parfaitement conservées à l'abri de la lumière et de l'humidité, bien que le papier ait pris la teinte ivoire du temps qui passe. Elle en saisit une au hasard et examina le timbre et le cachet de la poste. 1983. Elle en prit une autre. 1979. Puis une autre. 1986. Des écritures à la plume, des adresses tapées à la machine, des enveloppes bleues, blanches, ornées de liserés.
Toutes ces lettres étaient affranchies, prêtes à partir, mais aucune n'avait jamais atteint sa destination. Face à cette montagne de papier silencieux, Jeanne sentit un frisson parcourir son échine. Elle venait de comprendre l'ampleur vertigineuse de sa découverte. Ce n'était pas simplement du vieux courrier qui s'étalait devant elle. C'était un océan d'histoires interrompues. Des mots d'amour, des annonces de naissance, des prières, des adieux, des secrets de famille, tout suspendu dans le temps, piégé dans ce coffre depuis 40 ans. Elle se tenait face à un PAN entier d'humanité oubliée, devenue la gardienne involontaire de milliers de voix qui n'avaient jamais pu résonner. L'esprit bouillonnant, Jeanne fouilla dans la pénombre de la salle de tri et dénicha un vieux marteau aux rebords ébréchés, abandonné au fond d'un tiroir métallique. Avec une détermination farouche, elle s'approcha des caisses de sécurité. Le métal rouillé des cadenas résista un instant, mais sous la force de ses bras forgés par des années de mécanique, 3 coups secs suffisirent à faire céder les arceaux d'acier. Le bruit claqua brutalement, résonnant contre les murs de briques comme un coup de feu. Lorsqu'elle souleva le couvercle de la première boîte, une odeur de papier confiné s'en échappa. À l'intérieur, elle ne trouva pas de simples documents administratifs, mais de l'argent. Des piles entières de mandats postaux, soigneusement remplis à la main, datant du début des années 80. Chacun représentait une somme précise destinée à un petit enfant pour un anniversaire ou à un fils éloigné pour les fêtes, mais aucun n'avait jamais été encaissé. La deuxième caisse révéla un trésor plus tangible. Des liasses épaisses de billets de banque, des milliers d'euros en coupures parfaitement conservées, retenus par des élastiques desséchés qui tombaient en poussière au moindre contact. Dans la troisième boîte, nichée au fond d'une pochette en velours, reposaient de petits objets précieux échoués là par les caprices du destin. Une montre en argent, une bague de fiançailles étincelante dans la pénombre, un poudrier délicatement ciselé. Des cadeaux envoyés par la poste dont les destinataires n'avaient jamais pu être retrouvés. L'ensemble représentait une fortune inespérée pour une jeune femme qui n'avait plus que 18 euros en poche. Mais le véritable joyau de ce coffre-fort ne brillait pas. Il reposait doucement sur le sommet de la pile des registres en cuir. C'était une simple enveloppe blanche, adressée d'une magnifique écriture penchée à l'encre noire à la personne qui trouva ceci. « Je vous en prie, ouvrez-le. » D'une main tremblante, Jeanne décacheta la lettre. C'était un message laissé par Marguerite, la toute dernière receveuse des postes de Saint-Aubin. Marguerite y racontait avec une immense émotion son ultime jour de travail, ce sombre mois de juin 1987, lorsque l'administration avait ordonné la fermeture définitive du guichet. Elle expliquait la règle implacable qui l'obligeait à expédier tout le courrier non distribué vers un centre de tri lointain, un bureau des rebuts glacés où ses lettres finiraient inexorablement détruites dans un incinérateur gouvernemental. Marguerite confessait son incapacité totale à obéir à cet ordre. Elle écrivait que ces courriers n'étaient pas de vulgaires morceaux de papier, mais des fragments d'âme, des morceaux d'amour perdu qui appartenaient à la chair et à la mémoire de ce village. Elle avait préféré désobéir, cachant jalousement ses sacs dans la chambre forte, espérant secrètement que quelqu'un vienne un jour réclamer ces mots. La lettre s'achevait par une prière bouleversante. Marguerite s'adressait directement à elle, à cet inconnu du futur. Elle la suppliait de faire de son mieux, de tenter de retrouver ces personnes si cela était encore possible et d'utiliser l'argent pour accomplir cette mission, car elle avait amplement mérité en ayant eu la bienveillance de franchir cette porte. Jeanne relut la lettre une deuxième fois, chaque mot résonnant dans le silence absolu de la pièce comme une évidence foudroyante. Lentement, elle replia le papier jauni et le serra de toutes ses forces contre sa poitrine. Elle se laissa glisser le long des casiers de tri en bois, jusqu'à s'asseoir sur le carrelage froid de la pièce, entourée par les billets, les objets précieux et les immenses sacs en attente. Et là, pour la toute première fois depuis le matin glacial où sa mère avait rendu son dernier souffle, l'armure de fer de Jeanne se fissura. Les larmes montèrent, irrépressibles, silencieuses d'abord, puis secouant tout son corps de sanglots libérateurs. Elle pleurait la perte de ses parents, elle pleurait la cruauté des mois passés, mais par-dessus tout, elle pleurait de soulagement. Dans la pénombre de ce lieu oublié, au milieu de ces inconnus qui attendaient depuis 40 ans que quelqu'un les lise, cette jeune femme brisée venait enfin de trouver sa véritable raison de vivre. Dès les premières lueurs de l'aube, une énergie nouvelle et foudroyante s'empara de Jeanne. L'épuisement accablant des derniers mois semblait s'être évaporé, remplacé par une détermination de fer. Elle rangea précieusement la lettre de Marguerite et se mit immédiatement à la tâche. Sa première démarche l'amena au guichet principal de la grande ville voisine, l'esprit chargé d'incertitude quant à la valeur réelle de ses trouvailles. Mais c'est là qu'elle découvrit une faille inespérée, un petit miracle administratif que très peu de gens connaissent. Les anciens mandats postaux émis par l'État ne possèdent aucune date d'expiration. Ils demeurent valables à perpétuité. Au fil des semaines, avec une patience infinie, Jeanne fit encaisser un à un ces bouts de papier jauni.
Des petites sommes isolées, 20, 50, 100 euros, qui s'accumulaient lentement pour former un véritable trésor. Au terme de cette démarche vertigineuse, elle réussit à sécuriser plus de 22 000 euros. En additionnant ce montant aux liasses de billets découvertes dans le coffre et à la vente des quelques bijoux oubliés auprès d'un antiquaire honnête, elle se retrouva soudainement à la tête d'un fonds de sauvetage inespéré. Cet argent tombé du ciel n'était pas une invitation à la frivolité, mais une arme redoutable pour se battre. Elle engagea sans attendre des artisans de la région pour les travaux titanesques qu'elle ne pouvait physiquement pas réaliser seule. La terrible fissure des fondations fut consolidée, la toiture courbée fut redressée et la plomberie rongée par le temps fut entièrement remplacée. Mais pour tout le reste, Jeanne retroussa ses manches. Chaque coup de marteau, chaque planche poncée, chaque carreau nettoyé devenait un hommage silencieux aux enseignements de son père. Claude lui avait appris à écouter les choses brisées, à comprendre leur mécanique intime avant d'essayer de les réparer. Elle appliqua exactement cette même philosophie à la bâtie centenaire. Elle ne chercha pas à moderniser brutalement ce lieu chargé de mémoire, mais à lui rendre sa dignité originelle avec un profond respect. Elle soigna les menuiseries avec une tendresse infinie, préservant le charme brut de la brique rouge et ravivant le lustre des boîtes postales en laiton massif. À l'arrière du bâtiment, dans le vaste espace qui servait autrefois de salle de tri, elle se construisit un modeste espace de vie. Un petit appartement chaleureux et rudimentaire, aménagé avec la rigueur pragmatique d'une mécanicienne et le cœur d'une femme qui avait enfin trouvé son véritable foyer. L'odeur étouffante de la maladie et de la précarité avait définitivement laissé place au parfum, rassurant du bois frais et du travail manuel. Elle habitait désormais dans l'antichambre d'un coffre-fort rempli de promesses, au plus près des lettres qui attendaient leur délivrance. Ce bâtiment en ruine n'était plus une charge écrasante, il devenait l'instrument de sa propre renaissance. Chaque soir, en regardant la lumière dorée du crépuscule se refléter sur les vieux carreaux noirs et blancs du hall, Jeanne prenait conscience qu'elle accomplissait bien plus que la simple rénovation d'une maison. Elle bâtissait un avenir inébranlable en s'appuyant sur les magnifiques fondations du passé. Si ses journées étaient désormais rythmées par le fracas des outils et la poussière des travaux d'aménagement, ses nuits, elles, appartenaient au silence et à la mémoire. Une fois le soleil couché derrière les toits de Saint-Aubin, à la lueur d'une simple lampe de bureau, Jeanne ouvrait délicatement les grands sacs de jute. Elle entreprenait un travail de détective d'une minutie absolue, un véritable sacerdoce. Elle épluchait les registres d'état civil de la région, fouillait les archives des journaux locaux, passait des heures au téléphone et n'hésitait pas à conduire jusqu'aux grandes bibliothèques départementales pour consulter les bases de données numérisées. Retracer la trajectoire d'une vie humaine 40 ans plus tard est une tâche complexe, souvent frustrante, jalonnée d'adresses disparues et de noms effacés par le temps. Pourtant, armée de la patience sans faille héritée de son père, elle ne renonçait jamais facilement devant une enveloppe récalcitrante. Au cours de sa première année, à force d'obstination, elle parvint à livrer 47 lettres. 47 petits miracles sur les centaines d'enveloppes en attente. Les réactions qui accompagnèrent ces livraisons inespérées furent d'une intensité émotionnelle bouleversante, bien au-delà de tout ce que Jeanne aurait pu imaginer. Ce n'était pas seulement une distribution de vieux courriers, c'était une réparation intime du destin. Il y eut d'abord cette femme d'une 60aine d'années, vivant à des centaines de kilomètres de là, qui fondit en larmes au bout du fil pendant d'interminables minutes. Jeanne venait de lui lire une carte d'anniversaire rédigée par sa mère, décédée des décennies plus tôt, qui glissait quelques mots tendres pour s'excuser d'une dispute depuis longtemps oubliée. Une déclaration d'amour maternel surgit du passé, intacte et pure, qui effaçait soudainement des années de deuil et de regrets inavoués. Puis, il y eut cet homme, un père de famille à la voix grave, qui reçut une enveloppe contenant la toute dernière lettre écrite par son propre père quelques jours seulement avant de s'éteindre à l'hôpital. Un message contenant des conseils de vie essentiels dont le fils ignorait totalement l'existence, et qui venait refermer, 40 ans plus tard, une blessure qu'il croyait inguérissable. Très vite, l'ancien bureau de poste cessa d'être un simple chantier de rénovation pour devenir un véritable sanctuaire. Un lieu de pèlerinage laïque où des inconnus faisaient parfois des heures de route pour venir récupérer leur courrier en main propre. Ils s'asseyaient sur les chaises en bois du hall majestueusement restauré, sous le plafond refait à neuf, et lisaient dans un silence religieux des mots qui avaient traversé une vie entière pour les trouver. Ces murs de briques rouges, autrefois froids et abandonnés, absorbaient désormais des larmes de joie, des soupirs de soulagement et d'innombrables mots de gratitude. Une histoire d'une telle humanité ne pouvait rester longtemps confinée aux frontières de ce petit village. Un journaliste local, profondément touché par le récit d'un destinataire, publia un modeste article. L'écho fut immédiat. L'histoire fut rapidement reprise par la presse régionale, puis, un dimanche matin, une grande station de radio nationale consacra un reportage poignant à la gardienne des lettres de Saint-Aubin. Le retentissement fut colossal.
En l'espace de quelques jours seulement, Jeanne fut inondée de centaines de messages provenant des 4 coins du pays. Des hommes et des femmes, espérant tout secrètement qu'au fond de cette vieille chambre forte, parmi les enveloppes jaunies par le temps, dormait encore un message d'amour perdu qui leur était destiné. 2 ans ont passé. Le village de Saint-Aubin n'est plus tout à fait cette bourgade fantôme que Jeanne avait découverte à travers la vitre embuée d'un café. Un souffle de vie, discret mais réel, est revenu animer ces rues autrefois si silencieuses. Des visiteurs viennent désormais de tout le pays, attirés par ce lieu devenu mythique que l'on appelle tout simplement la salle des lettres. Ils s'arrêtent pour déjeuner au petit bistrot de Mireille. Ils dorment dans les quelques chambres d'hôtes des environs, apportant un espoir économique inattendu à une communauté qui se croyait définitivement condamnée à l'oubli. Un après-midi d'automne, Étienne, le vieux mécanicien au cœur immense, a fait le long voyage depuis Lyon pour venir la voir. En franchissant la lourde porte en bois du bâtiment et en admirant le travail titanesque accompli, il s'est arrêté au milieu du hall baigné d'une douce lumière dorée. Les larmes aux yeux, il a posé une main rugueuse sur l'épaule de Jeanne et lui a murmuré avec une tendresse infinie que son père, le silencieux Claude, aurait été immensément fier d'elle. Pas pour une quelconque réussite financière, mais pour la noblesse absolue de ce qu'elle avait su accomplir avec ses propres mains et la grandeur de son âme. Ces mots résonnèrent profondément en elle et agirent comme une véritable révélation. Jeanne comprit alors que chaque épreuve terrifiante qu'elle avait traversée n'avait pas été vaine. La patience infinie que son père lui avait enseignée devant des moteurs capricieux, la douceur absolue qu'elle avait dû déployer lors de l'agonie de sa mère, et même cette misère totale qu'il avait jetée dans un autocar sans destination précise, tout cela l'avait préparé avec une précision chirurgicale à cette mission inespérée. Il fallait une âme forgée par le chagrin pour comprendre la valeur inestimable d'un adieu silencieux ou d'une déclaration suspendue. Il fallait des mains habituées à réparer les pièces brisées pour réussir à recoudre patiemment ces fils d'amour déchirés par le temps et l'espace. Car c'est là la grande vérité secrète des courriers qui n'arrivent jamais à destination. Ils ne sont pas véritablement perdus. Ils sont simplement en attente, suspendus dans l'éternité, espérant silencieusement qu'une personne assez patiente viendra les ramasser, les ouvrir avec respect et se demander pour qui ces mots avaient été couchés sur le papier. Le monde est rempli de choses merveilleuses qui patientent dans l'ombre. Des lettres oubliées dans des chambres fortes, des bâtiments majestueux dans des villages endormis, des jeunes femmes brisées dans des appartements vides. Et parfois, par un miracle magnifique de l'existence, toutes ces choses égarées finissent par se rencontrer et s'apaiser mutuellement. Le bâtiment attend la bonne personne, la personne trouve le bon village, et la lourde porte d'acier s'ouvre enfin, sans opposer la moindre résistance. Si ce récit de résilience, de patience et d'amour retrouvé a fait écho en vous aujourd'hui, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires authentiques. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à partager cette vidéo avec un proche qui aurait peut-être besoin d'entendre ce message d'espoir. Et surtout, prenez un instant pour nous dire dans les commentaires s'il y a une lettre que vous regrettez de ne jamais avoir écrite ou une lettre que vous rêvez secrètement de recevoir un jour. Nous serions profondément honorés de lire vos récits de vie. Merci infiniment pour votre écoute, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.